Bonjour. Alors, je vais vous procéder aujourd'hui à un second exposé sur Nietzsche, en l'occurrence sur sa conception de la morale, parce que je ne pouvais pas l'intégrer, si vous voulez, au premier exposé, sauf à l'allonger, si vous voulez, beaucoup trop, si vous voulez. Mais il y a aussi une autre raison, c'est tout simplement que la morale est un objet d'étude et d'analyse chez Nietzsche qui est très très important. C'est une analyse qu'on peut d'ailleurs rejeter, critiquer, c'est pour ça que je parle éventuellement d'une approche intempestive de la morale par Nietzsche, mais c'est une approche intéressante et qui a surtout fait parler beaucoup d'elle, parce qu'elle disait, elle allait contre le vent dominant en philosophie, à savoir l'idée que la morale c'est quelque chose d'essentiel, qui est autonome, qui transcende la vie puisqu'elle est capable de s'imposer à elle et de nous obliger à la maîtriser. Or vous verrez que ce n'est pas du tout le cas de la position de Nietzsche et que cette position a pu bien entendu faire scandale, mais il faut précisément avoir le courage de l'aborder pour la dépasser, si vous voulez. Donc j'aurais pu intituler mon exposé tout simplement non seulement Nietzsche et la morale, mais Nietzsche critique intempestif de la morale. Mais pour le faire, il faut d'abord que je distingue deux choses, parce que vous le verrez intervenir par la suite, c'est que l'approche de la morale, telle que moi je la pense à titre personnel, doit distinguer deux choses qui sont présentes chez Nietzsche et qu'on ne distingue pas. C'est d'une part la genèse qu'il opère de la morale, et par ailleurs, si vous voulez, sa généalogie. Alors, la genèse, c'est une explication de type positif, de type scientifique, de type explicatif, tout simplement, qui va consister à expliquer la morale par la vie, et ça comporte déjà une dimension critique, disons, immanente, que je vous signalerai, mais il y a aussi la généalogie, ce qui est tout à fait différent, parce que la généalogie, c'est tout simplement une approche de la morale qui consiste à porter des jugements de valeur sur elle, et en l'occurrence contre elle en la dévalorisant, si vous voulez. Donc il faut bien distinguer ces deux choses, si vous voulez. Alors, comment procède Nietzsche? Et là, il va falloir faire un petit retour en arrière. Comment procède Nietzsche pour procéder donc à cette explication, cette génétique au sens de la genèse, de la morale? Alors il le fait, et ça c'est une constante chez lui, rappelez-vous le premier Nietzsche, avec son esprit rationaliste, il le fait dans un esprit qui est carrément le type scientifique, si vous voulez. Alors cet esprit scientifique, il va donc l'appliquer à un phénomène qui paraîtrait échapper à l'explication scientifique, mais il s'appuie d'emblée, dit-il, alors non pas dans Par-delà le bien et le mal, qui est son premier ouvrage fondamental, mais dans la généalogie de la morale qui a suivi, il s'appuie sur les travaux, figurez-vous, de quelqu'un comme Paul Rée, qui était un ami à lui, et on trouve une proximité qu'il affiche avec lui dans l'introduction à la première dissertation. Alors, Paul Rée était un ami, ils avaient donc une forte amitié, qui a duré longtemps, simplement elle a été compliquée par des rapports amoureux avec une même femme qui est devenue par la suite, si vous voulez, la disciple de Freud. Bon, mais on va passer là-dessus, bien entendu. Mais ce qui est important, c'est de voir que quelqu'un comme Nietzsche reconnaît à Paul Rée le mérite de vouloir mettre en place une étude objective de la morale, une étude positive, une étude scientifique, dans un livre qui est connu, qui s'appelle Les sentiments moraux, tout simplement. Et son approche des sentiments moraux est une approche, alors là, qu'on peut dire carrément matérialiste et pas simplement naturaliste. Alors, pourquoi cette distinction entre matérialisme et naturaliste? Là, il faut faire un peu un retour en arrière. Vous vous rappelez que pour Nietzsche, l'homme est une partie de la nature, il n'y a que la nature, et donc l'homme en est partie prenante, et étant une partie, bien entendu, de la nature, il n'a aucune transcendance par rapport à elle, et bien entendu, la morale aussi, comme phénomène de conscience, ne saurait être considérée comme ayant une transcendance par rapport à la nature. Sauf que cette optique, qu'on pourrait considérer comme matérialiste, Nietzsche va la modifier, si vous voulez, c'est assez étonnant, et cette fois-ci, dans Par-delà le bien et le mal, il y a un paragraphe, vous, qui est assez curieux, intempestif, là aussi, si je puis dire, qui consiste tout simplement à nier le matérialisme au nom de certains acquis scientifiques qui auraient été présents à la fin du XIXe siècle. Alors, il va prétendre que la matière n'est pas faite d'atomes, le corpuscule, qui serait en interaction simplement les uns avec les autres, mais qu'elle est, figurez-vous, une forme embryonnaire de vie.
forme embryonnaire de vie, bien entendu, ce que tous les biologistes contemporains récuseraient, parce que la vie est issue de la matière, mais la matière n'est pas la vie, si vous voulez, elle ne l'est qu'en puissance, bien entendu. Et du coup, il va remplacer, si vous voulez, son principe explicatif, non pas par la matière, bien entendu, ou la nature matérielle, mais par la nature habitée par la vie. Donc à partir de la vie, et en sachant, bien entendu, que le concept de vie, qui est un concept fondamental chez lui, peut avoir trois sens. C'est la vie biologique, bien entendu, c'est la vie psychologique. Rappelez-vous son idée d'introniser la psychologie comme reine des sciences, et qu'il présente et maintient précisément, ou présente même tout simplement, dans Par-delà le bien et le mal, c'est là que je trouve cette proposition, mais c'est aussi une vie historique. Bon, Nietzsche n'a jamais nié la variété, la multiplicité et l'historicité donc des valeurs morales ou des systèmes dits moraux, si vous voulez. Alors, à partir de là, Nietzsche va bien entendu procéder donc à ce que j'appelle, moi, sa genèse, et cette genèse va avoir donc un effet directement critique sur la prétention de la morale à échapper à la vie et à constituer un phénomène spécifique transcendant la vie, autonome, tel que la philosophie dans son ensemble l'a toujours considéré, et en particulier Kant, dont je vous ai indiqué l'importance que je lui accordais, même si c'était un philosophe par ailleurs idéaliste. Mais chez quelqu'un comme Nietzsche, il s'en prend à Kant précisément, il y a son idéalisme, disons spiritualiste, pour ramener la morale à un phénomène vital dans lequel on peut le dissoudre totalement, si vous voulez. Alors, de quelle manière il le fait? Alors là, il faut rappeler, bien entendu, la distinction que vous connaissez déjà entre la vie forte des forts et la vie faible des faibles, celle d'une minorité et celle d'une majorité, si vous voulez. Bon. Et alors, s'agissant de la vie des faibles, il va procéder à une critique de cette forme de vie, parce que la vie des faibles, c'est une vie faible. C'est une vie faible qui ne peut pas actualiser sa puissance. Alors, comme elle ne peut actualiser sa puissance, si vous voulez, elle va se réfugier, dit-il, et c'est vrai en particulier du christianisme, elle va se réfugier dans des valeurs qui vont porter au pinacle, en quelque sorte, sa propre faiblesse vitale, en permettant à la vie des faibles de s'exprimer sous une autre forme dans un monde imaginaire qui est le monde, si vous voulez, religieux, si vous voulez. Bon, prenons par exemple le fait que les croyants préconisent la foi, l'ascétisme, la bonté, la charité, etc. Nietzsche va dire simplement que s'ils préconisent ces valeurs-là, c'est parce qu'ils sont incapables de pratiquer les valeurs inverses qui sont les valeurs d'effort. Donc du coup, ils vont les réaliser dans un univers imaginaire et totalement illusoire, où ils pourront paradoxalement être à ce moment-là ceux qui triomphent, dont les forts, mais dans un autre monde. Et il est capable de dire que, à la limite, si vous voulez, la morale des faibles, dans ce cas-là de transcendant, c'est une manière pour les faibles de triompher des forts, mais sur un mode, bien entendu, fantastique. Ceci dit, quand il dit cela, et il dit des choses tout à fait étonnantes, je parle ici de l'approche de Nietzsche, parce que ça rejoint ce que quelqu'un comme Freud, dont j'ai déjà dit qu'il était proche de Nietzsche dans certains domaines, ça rejoint ce que Freud dit, bien entendu, de la conscience humaine dans l'avenir d'une illusion, quand il prétend que les croyants, en particulier, donc, projettent des désirs dans un univers imaginaire, faute de pouvoir les réaliser sur Terre. Et ça constitue à ce moment-là un ensemble d'illusions, mais un ensemble d'illusions qui s'ignorent comme telles. Alors ça, c'est le premier point, donc, c'est-à-dire la réduction anthropologique ou vitaliste de la morale, bien entendu, des faibles. Et alors, il s'agit bien d'une morale. Alors, je voudrais immédiatement insister sur le mot morale que Nietzsche
utilise, hein, et le mot moral qu'on doit sans doute désormais lui donner en se distinguant de Nietzsche, si vous voulez. Hein. Parce que je rappelle quand même que la morale est constituée de valeurs qui se veulent universelles, hein, et obligatoires, centrées sur le respect des êtres humains et de la personne humaine, et non pas sur la violence qu'exerce, hein, la volonté de puissance et l'effort. Hein. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, la morale, et vous verrez que je m'en réclame, parce que je me réclame de Kant, hein, malgré son idéalisme, hein, et simplement, la morale, ça sera ma conclusion, on ne peut pas s'en passer, tout simplement. Hein. Bon, alors simplement, il faut être capable, mais ensuite, de l'enraciner, bien entendu, dans la vie naturelle dont l'homme est issu. Mais à côté de la morale, il y a donc les valeurs des forts que je considère comme relevant de l'éthique. Alors l'éthique, c'est tout simplement l'ensemble des évaluations, des valorisations qui émanent directement de notre vie, dans lesquelles d'ailleurs on reconnaît la vie tout simplement, hein, avec toute sa variété, sa multiplicité, et c'est pourquoi les valeurs éthiques sont des valeurs qui ne sont pas universelles, hein, elles sont particulières à un individu, à un groupe, etc., et en même temps elles sont rigoureusement facultatives, hein, elles ne sont pas obligatoires comme les valeurs, si vous voulez, morale, si vous voulez. Hein. Or, précisément, si vous voulez, hein, le système de valeurs dont se réclame quelqu'un comme Nietzsche, hein, c'est-à-dire les valeurs des forts, ça ne constitue pas une morale, ça constitue simplement une éthique. Avec ce paradoxe, c'est que le propre d'une éthique, parfois, c'est de se déguiser en morale. Alors, je voudrais citer ici un auteur que j'ai eu l'occasion de consulter après avoir travaillé sur Nietzsche, hein, qui s'appelle Bertrand Russell, qui est pas très loin de Nietzsche quelque part, dans la mesure où il ne croit pas à la morale telle que moi je la présente, pas vraiment, disons, je dirais, hein, il préfère le concept d'éthique, mais alors il va dire que les systèmes éthiques se présentent souvent comme des systèmes moraux. Ils engagent un langage moral, ils utilisent un langage moral pour se présenter ce qu'il appelle un brouillage de mots destiné à masquer leur origine vitale, hein, et leur caractère particulier et non facultatif, hein, et destiné aussi, du même coup, à donner de la dignité à l'éthique dont on se réclame, hein, et à permettre à ceux qui s'en réclament de l'imposer, bien entendu, aux autres. Hein. Bon. Alors, eh bien, figurez-vous que cette définition, hein, de l'éthique avec son langage moral, on va, en un certain sens, la retrouver chez quelqu'un comme Nietzsche, bien qu'il nie la morale. Alors, en quel sens, si vous voulez, hein? Bien, il se trouve tout simplement que Nietzsche a eu l'occasion, hein, de réfléchir sur la manière dont il avait apprécié intellectuellement les valeurs éthiques, hein, et il a été capable de dire, hein, que sa défense des valeurs éthiques, hein, contre la morale, hein, parce que la morale pour lui nuit à la vie, hein, c'est une antinature, dit-il par exemple, hein, elle nuit à la vie, eh bien il dit que sa défense de l'éthique contre la morale, sa lutte contre la morale, relève, figurez-vous, hein, d'un combat moral qui lui est propre. Hein. Il dit, c'est mon impératif moral à moi. Comme si, vous voyez, il ne voulait pas se contenter de considérer son éthique, hein, comme un choix particulier, mais comme un système de valeurs qui devrait s'imposer à tout le monde et surtout qui devrait faire la primauté dans l'intelligence philosophique que nous avons de ce que sont les valeurs et les évaluations. Hein. Donc c'est un propos assez paradoxal. Hein. D'autant plus que, il faut le savoir, alors ça c'est l'aspect moral de la critique que l'on pourrait faire de l'éthique nietzschéenne, hein. Cette éthique qui est plurielle, qui est multiple, hein. Je vous rappelle ici en particulier que dans le Zarathustra, il a été capable d'une manière là admirable, hein, de dire que les êtres humains poursuivent 1001 fins, sous-entendu, 1001 fins éthiques, faites d'aspiration, de désir, de besoins, etc., et qui sont toutes particulières et facultatives, bien entendu. Hein. Or, il se trouve qu'à la lumière de son système, si vous voulez, de valeurs éthiques, Nietzsche a été amené à condamner, on l'a vu, la morale dans un langage qu'on pourrait dire moral, hein, dans un brouillage de mots, hein, qu'on pourrait dire moral, puisque je viens de vous l'indiquer il y a une minute, hein, il prétendait que c'était un combat qui menait, à la limite, si vous voulez, au nom de l'humain,
au nom de l'épanouissement vital, sauf qu'il oubliait que cet épanouissement vital était par son éthique et par le statut qu'il conférait réservé à une minorité. C'est pour ça que quand on prend du recul, vous voyez, et que l'on essaye de porter un jugement de valeur global sur la pensée nietzschéenne s'agissant des évaluations humaines, des valorisations, parce que c'est un grand théoricien de la valeur, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres en dehors de lui, eh bien il faut dire tout de suite que son système de valeurs, bien qu'il le prétende comme relevant d'un impératif catégorique à lui, donc d'une option morale, eh bien son système de valeurs est en réalité, pour une grande part, immoral dans la partie qui concerne les rapports de ces valeurs aux autres, avec la souffrance qu'on leur impose, la violence, la domination, l'exploitation, etc. etc. C'est pour ça que dans le débat, vous voyez, entre éthique et morale et en s'appuyant sur quelqu'un comme Nietzsche, il faut distinguer les deux, maintenir l'instance de la morale comme une instance autonome, spécifique, même si on peut en tant que matérialiste, l'enraciner dans l'évolution de la nature avec Darwin, on en a déjà parlé, et la distinguer clairement du système de valeurs éthiques, sur lesquelles la morale n'a pas à se prononcer, dès lors que les valeurs éthiques de chacun ne portent pas atteinte à la valeur de la vie des autres, à leur mode de vie éthique à eux, si vous voulez. Sinon, on est carrément dans l'immoralité. Or, cette distinction, vous voyez, et ce jugement que l'on peut porter sur une partie de l'éthique, disons, au nom de la morale, ça c'est une opération intellectuelle que Nietzsche ne fait pas. Or, il faut absolument le faire, parce que tous nos désirs ne se valent pas, et par exemple, le désir de puissance, quand il prend la forme qu'il a chez les forts, est condamnable moralement, parce qu'il nuit tout simplement à la puissance des faibles, si vous voulez, ou à leur manière d'être, si vous voulez. Et je termine par une dernière remarque, vous voyez, qui concerne cette fois-ci la volonté de puissance, parce qu'elle est au cœur de son éthique, que la volonté de puissance existe, je crois vous l'avoir déjà dit, chez certains individus, c'est vrai, comme la puissance d'ailleurs, mais très franchement, c'est pas la seule donnée qui définit l'homme. Et à la volonté de puissance, je préférerais, alors là, sur un plan éthique, pas sur un plan moral, mais je préférerais, par exemple, le conatus de Spinoza, qui vous dit que chaque être poursuit sa propre puissance, mais ce n'est pas du tout une volonté de puissance. C'est une puissance, tout simplement, qui vise à épanouir sa vie, mais dans la coexistence pacifique avec les autres conatus, avec la vie des autres êtres humains. Donc je reviens à mon avant-propos, pour conclure. Donc, distinguons les deux, reconnaissons qu'il y a une sphère éthique très particulière, dont Nietzsche nous dit des choses très intéressantes quand il s'agit de les expliquer, mais que l'éthique tombe aussi sous le coup justement, de la morale en tant qu'institution, instance, si vous préférez, universelle. Merci.